bonsoir. Bonsoir. Va-t-on vraiment laisser mourir des patients simplement parce que leurs médicaments coûtent trop cher? Il semble que désormais en Suisse, la réponse soit oui. Récemment, le tribunal fédéral a donné raison à un assureur qui contestait le remboursement d'une thérapie. Le cas concernait une maladie rare, mais à l'avenir, cette décision pourrait priver d'espoir des milliers de malades. Elle ouvre en tout cas un véritable débat de société, raison pour laquelle nous vous proposons cette soirée spéciale ensemble. Oui, effectivement, et après les reportages de 36.9, nous vous proposons de poursuivre la discussion sur le plateau d'Infrarouge avec cette question: doit-on poser des limites à la prise en charge de certaines thérapies? Est-ce un mal nécessaire pour maîtriser les coûts de la santé et surtout vos primes maladie? C'est bien sûr un débat très délicat, éminemment tabou, mais que nous avons choisi de mener ce soir avec nos invités. Les premières victimes de cet état de fait sont les personnes atteintes de maladies rares. Une maladie est considérée comme rare ou orpheline si elle touche moins d'une personne sur 2000. Le souci, c'est qu'il y en a beaucoup de ces pathologies rares, plus de 7000 identifiées à ce jour. Ce qui fait que rien qu'en Suisse, 500 000 personnes sont touchées. Désormais, on dira à certains de ces patients: fini, trop cher, l'assurance ne rembourse plus votre traitement. À la souffrance, à l'impuissance du corps médical, on ajoute ainsi le problème du financement. Une triple peine en quelque sorte. Voici le reportage de Françoise Ducret et Gérard Louvain. On nous a un peu baladé de gauche et de droite en nous disant que c'était un peu dans notre tête si notre fille était malade. Et puis, nous, on la voyait souffrir. Et on pouvait rien faire. L'accès au diagnostic est difficile, l'accès à l'information est difficile, la recherche n'est pas soutenue, les traitements sont parfois inexistants et leur vie au quotidien est extrêmement difficile. Je crois que c'est vraiment le moment de réagir et on n'a pas le droit de laisser des gens sans soins dans notre pays. Le problème est un problème de mise en balance des intérêts financiers de la communauté avec l'intérêt à sauver la vie. Donc la limite, à un moment donné, devra être posée parce que les malades sérieux, graves et rares sont quand même nombreux. Le couperet est tombé fin 2010. Le tribunal fédéral a autorisé les assureurs à ne plus rembourser certains traitements onéreux, privant bon nombre de malades de médicaments indispensables à leur survie. Pour moi, c'est un terme assez fort, condamnation à mort, donc je ne vais pas l'utiliser, mais c'est quand même assez grave pour moi, cette décision. Alors ça, c'est un scandale monumental pour un pays comme la Suisse, un pays riche, un pays qui se veut équitable. C'est inadmissible qu'on condamne des gens à mort alors qu'ils n'ont rien fait, ils ne sont pas responsables de leur maladie. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est aussi d'avoir la chance et l'espoir d'avoir une vie normale. Bira Meyer est membre du comité Pro-Raris, une association fêtière créée en 2010 pour défendre les 500 000 personnes qui sont aujourd'hui victimes de maladies rares en Suisse. Pro-Raris a organisé le 19 février dernier à Berne une journée de sensibilisation pour que cessent les injustices ou les discriminations dues aux méconnaissances du corps médical et politique. En fait, par rapport à cette problématique des maladies rares, donc il y a non seulement le nombre important, donc ces maladies rares sont finalement répandues. Et quelles sont les problématiques liées à ces maladies? Et je pense que plusieurs d'entre vous pourront en témoigner tout à l'heure. C'est d'abord l'accès au diagnostic, c'est l'errance diagnostique, c'est la difficulté d'avoir un diagnostic. Et c'est vraiment un véritable parcours du combattant pour les patients par rapport à cette problématique. Parcours du combattant. Cette expression, Laurent Meyer la connaît par cœur. Il souffre d'une porphyrie aiguë intermittente. Cette maladie ultra rare est due à une mutation génétique qui entraîne progressivement des lésions neurologiques accompagnées de violentes douleurs viscérales. Les problèmes abdominaux, les problèmes d'hypersudation, de crampes dans les jambes ont commencé vers l'âge de 17 ans. On a cherché des problèmes d'estomac, on a cherché des problèmes d'intestin, on a cherché des problèmes vésiculaires, en fait on ne trouvait jamais rien. Et les anti-inflammatoires restaient sans effet. Fin 2003, Laurent se fait opérer de la vésicule biliaire. Mais à la place de le soulager, cette intervention amplifie les douleurs. J'avais des symptômes qui venaient de plus en plus forts, où on m'hospitalisait, on essayait de comprendre ce qui se passait, on me renvoyait à la maison quand ça allait mieux. Personne ne savait réellement ce qui se passait.
Pour vous, c'était dur, cette incompréhension du corps médical? Alors pour moi, oui, ça a été très pénible parce que je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait. Les mois passent. La situation s'aggrave. À l'hôpital de Fribourg, les médecins craignent une péritonite biliaire. Laurent est réopéré en urgence. Mais le diagnostic est erroné et la chirurgie inutile. Un généraliste commence alors à trouver la situation bizarre et pense à une maladie orpheline. Alors mon médecin m'a envoyé chez une hématologue qui a, elle, demandé des analyses à Paris pour un diagnostic de cette maladie. Et lorsque j'ai eu, quelques semaines plus tard, le rendez-vous chez elle, on m'a confirmé qu'il s'agissait bien d'une porphyrie aiguë intermittente. Donc, enfin, le nom de la maladie. Enfin, on mettait un nom sur mes souffrances. Et c'était la fin des problèmes? Ah non, c'était que le commencement. Un diagnostic est donc posé dans un centre génétique spécialisé de Paris. Mais les médecins de l'hôpital de Fribourg le réfutent. Pour moi, c'était même presque un bonheur de savoir que je n'avais pas cette vilaine maladie grave. Et je me disais, mais alors dites-moi de quoi je souffre. Et puis, longtemps, on tergiversait en disant, on parlait de problèmes somatoformes. Puis bien sûr, moi, je suis pas dans le médical. Et je ne comprenais pas ce que voulaient dire ces mots au départ. Ça fait mal comme ça? Certains médecins me disaient, c'est dans la tête que ça se passe, il faut vous relever, il faut remarcher, il faut arrêter d'être assis, il ne faut pas rester dans cette chaise roulante, c'est pas pour vous. On m'accusait, en fait, je peux utiliser que ce mot, accuser, de mentir. Laurent Meyer a été traité de fou, de simulateur. On a même pensé que c'était un problème psychiatrique. C'est fréquent? Tout à fait. Je pense que dans le domaine des maladies rares, c'est une des grosses problématiques. Donc ces maladies sont différentes, mais elles sont semblables dans leurs problématiques. Et la première, c'est l'accès au diagnostic, c'est l'errance diagnostique, c'est la difficulté, faute de connaissances, faute de recherche scientifique. Les médecins de premier recours en particulier qui y sont confrontés n'ont pas forcément l'information pour être attentifs. Et c'est vrai que la plupart des patients, donc des enquêtes ont démontré que ça prenait de nombreuses années, qu'ils ont vu de nombreux médecins, il y a eu des faux traitements, des traitements chirurgicaux et l'aspect prise en charge psychiatrique est très marqué aussi chez ces patients. Merci beaucoup. Le papa va nous aider. Oui. Voilà. Au CHUV, le professeur Andrea Superti-Fourga est un spécialiste des maladies rares pédiatriques. Et ce jour-là, il examine le petit Marco. Alors, tu serres ta main autour de mon doigt. Forte. Oh, muy bien. Muchas gracias. Cet enfant a 6 ans et demi. Merci, c'est fantastique. OK, maintenant je vais regarder ton dos. Hein? Je te tourne comme ça. C'est magnifique. Hein? On est très satisfait de voir qu'il prend quand même ce 2, 3, 4 cm chaque année. On espère, avec ce nouveau examen, de comprendre la cause. Et si on arrive à comprendre la cause, on peut au moins vous donner des informations plus précises et avec un peu de chance, un peu de temps, peut-être de trouver quelque chose pour stimuler la croissance. L'explication est toujours très importante dans l'élaboration psychologique d'une maladie congénitale. Si on n'arrive pas à expliquer, pas à donner un nom, une étiquette, on reste très mal à l'aise. Pour nous, médecins, c'est difficile de dire. On n'arrive pas à mettre un diagnostic précis. Pour les parents, ça devient difficile. Ils se posent la question, mais est-ce que ces médecins sont vraiment compétents? Quand nous, on va à l'hôpital parce que notre enfant a pleuré toute la nuit et que ça fait 3 nuits qu'elle dort pas, on dort pas, et puis qu'ils nous disent « Ah, mais c'est pour qu'on s'occupe d'elle », c'est très dur. Psychologiquement, on a envie que ça bouge, qu'ils trouvent ce que notre fille a. Et puis, en fin de compte, on a l'impression d'être délaissé parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'elle a. Angélique souffre de la maladie de CAPS, une pathologie d'origine génétique caractérisée par de l'urticaire et des atteintes inflammatoires articulaires extrêmement douloureuses. Angélique a 2 sœurs et un petit frère.
On a dû la filmer pour avoir une preuve, pour qu'on nous croie, parce qu'on nous a un peu baladé de gauche et de droite en nous disant que c'était un peu dans notre tête si notre fille était malade. Et puis, nous, on la voyait souffrir et on pouvait rien faire. Il a fallu 2 ans pour qu'Angélique soit finalement envoyée dans un centre universitaire. Là, elle a eu la chance de tomber sur un spécialiste compétent qui a réussi à poser le bon diagnostic. Les maladies sont rares, mais les experts le sont aussi. Donc il est important de pouvoir travailler en réseau au niveau national aussi, avec des équipes pluridisciplinaires, et de pouvoir parfois chercher l'avis à l'étranger pour mieux comprendre et saisir ces pathologies. C'est bien là le problème. La prise en charge des maladies orphelines doit passer par des réseaux, car aucun médecin, aucun pays à lui seul ne peut détenir tout le savoir. Une première solution a été trouvée avec la création d'Orphanet, une plateforme internet qui apporte à tous l'information la plus complète possible. Plusieurs pays européens ont fait des maladies rares une priorité de santé publique, avec l'élaboration de plans nationaux. Rien de tout cela en Suisse. La conseillère nationale argovienne Ruth Umbel a dès lors déposé un postulat. Je demande à travers ce postulat une stratégie de la Confédération. Elle doit, avec les cantons et les prestataires de soins, les hôpitaux, élaborer une stratégie pour les personnes souffrant de maladies rares. Il faut qu'un diagnostic puisse être posé. On doit aussi avoir des centres de compétences auxquels les médecins généralistes et les spécialistes peuvent s'adresser lorsqu'ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls, qu'ils n'arrivent pas à identifier la maladie. Il doit aussi y avoir une collaboration internationale avec les centres qui existent déjà. Je pense qu'il faut arrêter d'être réticent et travailler avec l'Union européenne. Le Conseil fédéral ayant accepté ce postulat en mars, nous avons sollicité avant l'été l'Office fédéral de la santé publique pour découvrir ce qu'il entendait faire. On nous a fait attendre 3 semaines pour finalement refuser notre demande d'interview. Oui, bonjour madame. Il y a 18 jours, donc j'ai déposé une demande pour pouvoir interroger monsieur Stroupler, donc directeur de l'office sur les maladies orphelines. Et donc j'ai appris aujourd'hui qu'il ne serait pas possible d'entrer en contact avec lui. Oui. C'est donc un nom définitif de l'office. Oui, on peut rien changer à ce fait. Impossible donc d'avoir le directeur de l'office. Oui. Vous savez pas pourquoi? Écoutez, sinon écrivez-lui un mail. Oui, d'accord. Ok, bon, merci beaucoup. Je regrette. Merci. Au revoir, madame, merci, au revoir. ProRaris a aussi souhaité être reçu par l'OFSP, sans succès jusqu'à ce jour. La première chose qu'on leur demande, c'est de reconnaître cette problématique, c'est de reconnaître que les maladies rares représentent un réel enjeu de santé publique, comme l'ont fait nos pays voisins. Il y a une inertie en Suisse qui moi, me désole. Donc, ce qu'on attend de l'OFSP, c'est qu'elle puisse prendre ça en considération, qu'on travaille ensemble avec, entre autres, les associations de patients pour un plan national comme la France l'a fait, qui vient d'adopter son 2e plan, et que tous les États membres sont censés adopter un plan d'ici 2013, et que la Suisse puisse suivre ce modèle. Si les malades galèrent dans un système de santé inadapté à leur pathologie, le parcours pour l'accès au traitement et au remboursement peut se transformer en un véritable labyrinthe. Les parents d'Angélique ont eu de nombreuses difficultés pour obtenir un médicament qui n'était disponible qu'outre-Atlantique. Ils avaient des bons résultats aux États-Unis, mais chez nous, il n'était pas permis. Donc il a de nouveau fallu se battre pour avoir ce traitement. Parce qu'on se disait, il y a quelque chose de mieux qui peut faire des bons effets sur notre fille. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de l'avoir ? Le médecin d'Angélique a fait d'innombrables démarches pour que ce médicament soit homologué par Swissmedic, l'organisme qui délivre en Suisse les autorisations de mise sur le marché. Le feu vert a été finalement donné. Quel a été l'effet de ce médicament? Jour et la nuit. C'était magnifique. On lui a fait la première injection déjà le soir même, on a vu les résultats. Donc c'est un truc, c'est vital pour notre fille. Et puis elle-même, elle a dit le soir qu'elle était bien. Elle a dit, je suis enfin bien. Le médicament étant très cher,
120 000 francs par an, l'assurance maladie a accepté de le payer, mais a demandé à la famille de faire des démarches auprès de l'AI. L'assurance invalidité paie en effet tous les traitements et la prise en charge intégrale des enfants victimes de maladies congénitales. La première réponse qu'on a reçue de l'AI, c'était une réponse négative. Donc nous, d'abord, on a fait un premier recours en expliquant que je ne comprenais pas que ma fille, qui avait des douleurs, qui était vraiment mal, on ne demandait pas que ce soit une rente qui soit payée pour elle, mais seulement que son traitement, que ses soins soient payés. Je ne comprenais pas que ce ne soit pas pris en charge. Donc on a fait cette lettre qui a été rendue négative. Alors après, on a contacté notre protection juridique. Et eux, ils ont pris contact avec un avocat lausannois qui était spécialisé dans ce domaine et qui a fait des démarches plus loin. On a été jusqu'au tribunal fédéral où malheureusement on a perdu. Il y a près de 50 ans, l'AI a établi une liste d'infirmités congénitales qu'elle prend en charge et leur a donné un numéro de code. Malheureusement, la maladie de Kaps ne fait pas partie de cette liste. Les Bruchers ont donc perdu leur recours. Comment vous avez vécu ce genre de décision? Grande injustice, un grand ras-le-bol. Après, on se demande, enfin, on comprend que des gens en arrivent à prendre des armes et à tirer sur tout ce qui bouge au palais fédéral. On arrive au bout, enfin, on paye de tous les côtés, des assurances, pour tout on paye. Et puis une fois où on a besoin d'aide, tout ce qui est de notre état, je dis, hein, ça ferme les portes. Je ne veux pas dire mal de notre AI, mais c'est vrai que le fonctionnement, il n'est pas idéal. Tous les règlements, les listes de maladies, elles sont absolument dépassés, ils sont trop âgés, ils ne prennent plus en compte tous les progrès de la médecine au niveau diagnostique, au niveau thérapeutique. Nous avons réalisé une interview avec l'un des responsables de l'AI pour comprendre comment et à quel rythme la liste était adaptée aux nouvelles connaissances scientifiques. Malheureusement, l'AI nous a interdit de diffuser les extraits que nous avions choisis. Les chances de remboursement par l'AI des pathologies orphelines sont très restreintes. La prise en charge dépend donc essentiellement des caisses maladies. Les parents d'Angélique peuvent pour l'instant dormir tranquilles. Même si de nombreux frais sont à leur charge, les 120 000 francs annuels que coûte le médicament sont remboursés, car cette thérapie a été inscrite par l'OFSP sur la liste des spécialités. Mais tous n'ont pas la même chance. En effet, à la fin de l'année dernière, le tribunal fédéral a dû se prononcer sur le cas d'une femme de 70 ans souffrant d'une forme de myopathie, la maladie de Morbus-Pompe. Il avait été saisi par l'assureur maladie qui ne voulait plus payer les 600 000 francs annuels du traitement. Un traitement autorisé, mais qui n'était pas dans la liste des spécialités, c'est-à-dire la liste des médicaments automatiquement remboursés par l'ALAMAL. Les juges ont donné raison à l'assurance en estimant qu'effectivement, dans ce cas particulier, le médicament ne présentait pas un bénéfice suffisant pour la patiente. Le problème, c'est que les juges sont allés plus loin que la question qu'on leur posait. Ils ont aussi estimé qu'au-delà de 100 000 francs par année de vie prolongée, un assureur n'était plus obligé de rembourser un médicament hors liste. Cet arrêt marque donc le début explicite du rationnement des soins. Et en faisant jurisprudence, il met en danger la vie de nombreux patients. Voici un exemple. C'est environ 3 années que je suis en train d'apprendre le mandarin. J'ai étudié la linguistique comparative à l'université. J'étais en train de lire un chapitre dans un livre sur M. Liu Yuejin, qui est en train de se réveiller après une nuit où il avait bu un peu trop. C'est rigolo. Quel est aujourd'hui votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait une fois aller en Chine et étudier une des langues minorités qu'ils ont là, surtout dans le sud-ouest du pays. Je trouve ça super intéressant.
Ce rêve risque malheureusement de ne jamais se réaliser. David a 26 ans. Il a la maladie de Morbus Pompe, une maladie dégénérative dont il existe plusieurs formes. Elle est due à une accumulation de glycogène qui détruit progressivement les cellules. La chose la plus évidente avec cette maladie, c'est naturellement ce qu'on peut voir. Donc j'ai pas beaucoup de muscles, je suis très faible. Parce que cette maladie, elle affecte le développement des muscles. Mes parents ont remarqué une fois, quand j'étais peut-être 1 an ou quelque chose comme ça, qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc ils ont fait faire le diagnostic et le médecin a dit que c'est cette maladie. Malgré son manque de muscles, David a passé une enfance pratiquement sans problème, pouvant même jouer au foot avec ses copains. Il a pu suivre une scolarité normale, mais c'est sur les bancs de l'université que les choses ont basculé. So etwa im 4. Semester, also relativ bald, fühlte ich mich nicht C'est mehr à partir gut. du 4e semestre que j'ai commencé à ne plus me sentir très bien. Deutlicher, dass ich keine Kraft mehr hatte. C'est arrivé doucement, mais cela devenait évident que je n'avais plus de force. Je rentrais après le nid à la maison et je ne pouvais plus rien faire. J'étais juste capable de regarder la télé, j'évitais de monter les escaliers, je m'endormais. J'étais au bout du rouleau. Je me suis dit, c'est la fin. Et c'est juste à ce moment-là qu'un médecin m'a contacté et m'a dit qu'il existait un nouveau traitement pour cette maladie. Ce médicament, je l'ai obtenu tout d'abord sous forme d'un cadeau du fabricant, parce que ce produit n'était pas encore homologué en Suisse. Et pendant 6 mois, je l'ai reçu gratuitement. Et ensuite, c'est l'assureur qui a pris les coûts à sa charge. Il a tout payé jusqu'au 31 janvier de cette année. Ce médicament, unique sur le marché, est horriblement cher. Pour David, la thérapie coûte au total 300 000 francs par année. Difficile de comprendre ce qui justifie ce prix. Moi, j'aimerais bien le savoir, justement. On nous dit effectivement les essais cliniques, population cible limitée, difficile de démontrer le coût, rentabilité, l'efficacité de ces traitements. Il semblerait que ça puisse justifier une partie de ces coûts. Mais je pense que la question pourrait être posée au niveau des pharma parce qu'on reste effectivement quoi devant des sommes pareilles et que de nouveau ces patients atteints de ces maladies sont encore victimes de tout un système qui paraît assez injuste, quoi. L'impression, et c'est même plus qu'une impression, c'est une certitude qu'il y a des conditions de monopole et que les industries ils fixent le prix le plus haut possible. Je pense que notre recherche devait être ciblée pas seulement à trouver de nouveaux médicaments, mais aussi à trouver des conditions de production qui puissent aider à baisser le prix. L'efficacité de ce médicament a été assez grande. J'ai de nouveau eu l'énergie que j'avais au début. J'avais moins de problèmes avec la respiration, je pouvais continuer mes études normalement. Et tout ça, c'était quelque chose de vraiment qui m'aidait beaucoup. Est-ce que sur le plan médical, les bénéfices ont pu être quantifiés? C'était pas seulement l'amélioration subjective que j'ai eue, qui était énorme pour moi, mais aussi par des mesures objectives. Des tests pulmonaires réalisés à l'hôpital ont effectivement permis de mesurer cette amélioration. Si l'assureur a accepté de rembourser ce médicament, pourtant hors liste, c'est que David semblait remplir les conditions requises dans ce genre de situation. Valérie Junot est spécialiste dans le droit des médicaments. Les caisses maladie dans l'assurance obligatoire ne peuvent rembourser que dans 2 cas de figure. Celui qui nous intéresse ici, c'est celui d'un patient dont le pronostic vital est sérieusement mis en danger, soit maladie mortelle, soit invalidité grave. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique qui, elle, soit remboursée. Troisième condition, il faut que le médicament présente un bénéfice thérapeutique élevé. Et quatrième, que son coût ne soit pas disproportionné.
Mais au 31 janvier, suite à l'arrêt du tribunal fédéral qui avait statué sur le cas spécifique d'une dame de 70 ans victime de la même maladie et dont le traitement avoisinait les 600 000 francs, la caisse maladie Concordia a décidé de ne plus payer. David a reçu cette lettre de refus de prise en charge. J'étais pas très content, mais je n'arrivais pas vraiment à évaluer les raisons. Est-ce que c'est vraiment trop cher et donc cela justifie que je sois privé de médicaments ou est-ce injuste? Au début, je n'arrivais pas à répondre. Mais au final, j'ai considéré que c'était une injustice. Nous avons sollicité une interview de la Concordia, mais l'assureur a évoqué la protection des données de David pour ne pas répondre à nos questions. Pour vous, ce médicament est vital ou vous pouvez vous en passer? C'est une question difficile. Si je repense à la manière dont ce médicament m'a aidé, il est clair que je n'ai pas envie d'y renoncer. Bien sûr, personne ne peut dire ce qui va se passer si je ne le prends plus. Mais j'ai envie de vivre ma vie normalement, comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Certains vont jusqu'à dire que sans ce médicament, votre vie peut être mise en danger. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, c'est ce qu'on peut clairement attendre. Si je n'ai plus ce médicament, c'est une question statistique. Ma santé va se dégrader beaucoup plus vite, oui. Il est malheureux de voir qu'à partir d'une situation unique, qui a engendré cet arrêt du tribunal fédéral, on en ait fait une généralité et qu'effectivement de nombreux patients risquent maintenant d'être pénalisés par cette décision, alors qu'on n'a pas tenu compte que toutes ces maladies ne s'expriment pas de la même manière chez les patients, que les réponses au traitement sont extrêmement variables d'un individu à l'autre et que tout ça n'a pas du tout été pris en compte. Et que là, on a une décision qui vient d'une autorité sans tenir compte de toutes ces données de médecine de terrain auprès des médecins traitants et autres pour prendre une décision qui est grave aujourd'hui. Je pense que le tribunal fédéral a pris une décision pour un cas très très précis et que, en l'espèce, on peut certainement conseiller, soutenir David s'il veut essayer d'aller plus loin, de recourir contre son assurance. Anne-Françoise Auberson est juriste et vice-présidente de ProRaris. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un côté quand même un tout petit peu cynique compte tenu de l'état de santé de ce garçon, de l'énergie qu'il faut, du temps que ça prend. Alors je me dis que ProRaris, là, a un rôle à jouer qui est d'agir au fond en amont. En l'occurrence, notre seul interlocuteur possible, c'est le politique et par voie de conséquence le législateur, à qui on doit demander d'intervenir. Appartient-il à des juges de décider ce qu'il y a lieu de payer pour notre santé ou est-ce aux politiques d'empoigner le dossier? Question d'autant plus brûlante qu'en plus, le tribunal fédéral a fixé à 100 000 francs la limite annuelle à ne pas dépasser lors du remboursement des thérapies hors liste. On peut dès lors se demander si les assureurs ne risquent pas de vouloir appliquer cette mesure au remboursement de tous les médicaments, quelle que soit leur catégorie. Si un médicament figure dans la liste des spécialités et qu'il a été prescrit par un médecin et qu'il est prescrit pour son indication approuvée et conformément aux limitations, la Caisse n'a aucune marge de manœuvre. Elle doit rembourser un médicament qui remplit ces conditions. La question pourrait se poser, risque d'ailleurs de se poser, lors du processus d'inscription dans la liste des spécialités. Puisque à ce stade, on vérifie si le médicament est efficace, approprié et économique. Par rapport à cette condition de l'économicité, il se pourrait très bien que l'Office fédéral de la santé publique et sa commission fédérale des médicaments tiennent compte indirectement de l'arrêt pour dire que le seuil de 100 000 francs doit être utilisé, en tout cas comme directive. Sur ces images, Mathias poinçillite. Il a 6 ans, tout va bien. Mathias a été filmé à différentes périodes de sa vie. Ici, il a 14 ans. Les premiers signes de la maladie commencent à apparaître. Pendant toutes les années qui vont suivre, aucun médecin ne comprend ce qui lui arrive. Jetzt heißt der Mann Obama. Ganz genau. Aujourd'hui, Mathias a 31 ans. Infirme, il ne peut plus partager la vie de famille des poinçillites et a dû être placé en institution.
Ich erkläre den Kampfeinsatz im Irak. Alix, sa sœur, a commencé à présenter les mêmes symptômes. Ce n'est que l'année dernière qu'un diagnostic a pu être posé sur elle et Tsita, la benjamine. Elles souffrent toutes deux de la maladie génétique de Niemann-Pick C, une maladie due à une accumulation de lipides dans les cellules qui conduit à de graves troubles psychiques, moteurs, auditifs et visuels. Les parents, Annie et Christophe Poinsilit, ont été soulagés quand un médicament a enfin pu être mis à leur disposition. Pour Alix, c'est bientôt 1 an. Elle l'a reçu début mai de l'année dernière, 2010. Et Tsita, qui a été diagnostiquée en août, elle a le médicament depuis septembre dernier. Chez Alix, il y a des gros changements. Elle est redevenue plus vive. Elle entend beaucoup mieux et sa mémoire, chaque mois, on peut le constater qu'elle gagne. Elle a complètement perdu la mémoire courte, mais ça revient doucement. Le traitement coûte environ 175 000 francs par année. L'assurance a accepté de prendre à sa charge une partie des coûts, l'autre étant payée par le fabricant, intéressé à étudier l'efficacité du médicament. Mais la Concordia, se basant sur l'avis de son médecin conseil, a envoyé une lettre pour annoncer qu'elle cessait tout remboursement au 31 janvier 2011. Cela démontre que l'arrêt du tribunal fédéral fait jurisprudence pour d'autres pathologies que morbus Pompe. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez reçu cette lettre ? On était complètement perdus et furieux parce que c'est prouvé, même par des tests médicaux, que ça agit doucement, mais ça agit. Et pour Alix, c'est elle sera perdue. Lorsque le médecin conseil de votre assureur dit que ce médicament n'est pas suffisamment efficace ou utile, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai du mal à me représenter qu'un médecin conseil puisse avancer ce genre d'opinion sans avoir vu le malade. Sur quelle base il travaille, selon quelle information il réagit ? J'en ai aucune idée. Des fois, j'ai l'impression peut-être que c'est juste un argument qui a été donné comme ça, d'une façon, je dirais, non scientifique. Notre relation avec le médecin conseil ne sont pas faciles. Il est vrai que ce sont des collègues impeccables, mais ils sont, la plupart des fois, ils sont débordés à interpréter les données qui concernent des enfants ou même des adultes avec des maladies rares parce que, A, ils ne connaissent pas la maladie, B, ils n'ont parfois aucune idée de la situation réelle du malade, du patient et de sa famille. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils décident pas avec des critères équitables, mais qu'avec le paragraphe. In fine, c'est l'assureur qui décide. C'est-à-dire que le médecin qui s'occupe du malade s'adresse à l'assureur et c'est le médecin conseil de l'assurance qui va dire oui ou non. Alors, pour moi, il y a là déjà une anomalie évidente parce que quand le tribunal fédéral dit qu'il faut une énorme expertise, il y a très peu de spécialistes puisqu'il y a peu de malades par pathologie. Par définition, c'est très difficile de trouver un spécialiste. Donc, je n'ai rien personnellement contre le médecin conseil d'une assurance, mais par définition, comment cette personne peut décider de l'efficacité d'un médicament dans un cas particulier ? Ça me semble mission impossible. La famille Poinsilit se bat sans relâche pour éviter à Tsita et Alix le même sort que celui de leur frère. Elle a écrit à l'assureur et à l'Office fédéral de la santé publique pour qu'ils réexaminent la situation. Pour l'instant, le fabricant du médicament offre gratuitement la thérapie. Mais pour combien de temps ? Que se passerait-il si maintenant ce médicament n'était plus du tout à votre disposition ?
Ça serait très grave. J'ai la chair de poule quand j'y pense. Il faudrait déménager. Il faudrait aller en France ou en Allemagne ou en Autriche ou en Italie. Mais il nous faut ce médicament. Vous êtes révoltée? Oui, oui. Si le signal politique est envoyé, pas forcément seulement en Suisse, parce que la Suisse est un petit marché, mais si le signal est de dire l'État, les pouvoirs publics, l'assurance sociale ne financera plus des traitements coûteux, le message sera entendu par les entreprises pharmaceutiques, celles qui principalement financent cette recherche, parce que cette recherche n'est pas tant financée au niveau universitaire, et ces entreprises cesseront d'investir dans des médicaments qu'elles savent ne pas pouvoir ensuite rentabiliser. Et une nouvelle fois, les premières victimes seront les personnes souffrant de maladies rares. Si l'arrêt du tribunal fédéral risque de freiner le développement de nouveaux médicaments orphelins, alors les thérapies issues de la recherche universitaire pourraient aussi ne jamais voir le jour. Tu te souviens pas, mais la première fois que je t'ai rencontré, tu avais 3 ans. Donc ça fait un paquet d'années. Et puis ce jour-là, j'avais promis à ta maman que je te transplanterais avec tes cellules souches réparées. Ouais. Et aujourd'hui, on est proche du but. Et donc, je vais pouvoir tenir ma promesse. Et ça, c'est génial, non? Oui. Ouais, je suis content. Tu es content? Ouais. Ouais. Mais tu vois, ça représente presque 20 ans de travail. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Donc ça, c'est ce qu'on va te greffer. Depuis sa naissance, Imanol est victime d'une épidermolyse bulleuse, une maladie génétique provoquée par un déficit de collagène 7. Sa peau ressemble à celle d'un grand brûlé. Tout n'est que plaies et cloques. Et pour l'instant, aucune thérapie n'existe. À l'EPFL, l'équipe du professeur Yann Barandon a réussi à développer une thérapie génique qui consiste à réinjecter, en laboratoire, du collagène 7 directement dans les cellules souches prélevées sur le jeune homme. Une fois cultivée, la peau ainsi réparée sera greffée. Une demande d'autorisation vient d'être soumise à Swissmedic et l'essai clinique en dépend. Mais cette recherche ouvre au final des perspectives nettement plus larges. Alors, très clairement, de faire une recherche sur une maladie orpheline va servir à plein d'autres choses, parce qu'on a développé de nouvelles technologies, on continue à développer de nouvelles technologies, et ces nouvelles technologies vont être utilisées pour d'autres maladies. Et ce que l'on va apprendre par la transplantation des cellules génétiquement modifiées est normal chez Imanol, va nous permettre de mieux comprendre la cicatrisation, par exemple, va nous permettre de mieux comprendre le devenir des cellules souches lorsqu'elles sont transplantées. Donc les champs d'application sont très très importants. Si les premiers essais sur Imanol sont concluants, se posera la question de la commercialisation de ces techniques. Le financement risque d'être problématique. Les premiers essais cliniques est chiffré aussi en centaines de milliers de francs suisses. Et toute la question est de savoir comment on va payer en fait pour les autres malades. Parce que le premier essai clinique, on va peut-être pouvoir le financer par des dons, par justement une médiatisation de l'essai, essayer de trouver de l'argent et trouver des sponsors. Mais les patients qui vont venir derrière, il va falloir que l'assurance maladie prenne en charge ces choses-là parce que ça a des coûts qui vont être très élevés. Et c'est là que l'arrêt du tribunal fédéral provoque l'inquiétude des chercheurs. Ça me fait bondir parce que quelque part, c'est un petit peu la main droite qui ignore ce que fait la main gauche. Et d'un côté, on nous donne beaucoup d'argent quand même pour pouvoir faire ces recherches sur les cellules souches. Et puis au moment où elles sont en train d'aboutir, eh bien, les patients ne vont vraisemblablement pas pouvoir en profiter pour des raisons de coût. Donc c'est un petit peu comme si vous construisez un nouveau tunnel pour faire passer les trains sous les Alpes et puis que vous ne mettiez pas de voie ferrée. Donc c'est ridicule. Une fois par semaine, Imanol, 26 ans, se rend à l'AEMO, l'association Enfance et Maladies Orphelines, basée à Montaix, pour y travailler. Ça et ça, voilà Imanol, ça c'est la première partie, et la suite viendra. Attends, je vais débarrasser ça. Comme il touche une rente AI, il ne peut pas percevoir de salaire, car cela diminuerait la maigre somme qu'il touche de l'assurance. Pour le tri du courrier qu'il effectue, l'AEMO le rétribue donc indirectement en lui offrant des cours privés d'informatique.
Imanol est soutenu depuis son enfance par cette association dont le but premier est d'aider les familles qui galèrent dans le remboursement de leurs frais. Toutes les sommes que nous versons dans l'année sont finalement des sommes qui ne sont pas versées ni par les assurances ni par l'AI. Ça vous choque? Ça me choque, que ce soit des associations qui soient tenues de prendre le relais des assurances qui sont soi-disant des assurances sociales. Et ce sont évidemment les gens les plus démunis face à la maladie, c'est-à-dire aussi bien financièrement et qui n'ont certainement pas la force morale de mener des combats contre l'AI et de faire des procès, qui se retrouvent dans ces situations de désespoir et elles n'ont comme solution finalement que les associations. Par un démarchage téléphonique, l'AEMO récolte ainsi des fonds qui sont redistribués aux personnes les plus en difficulté. Oui, bonjour, Association Enfance et Maladies Orphelines. Est-ce que je peux vous prendre une toute petite seconde où ça vous dérange, monsieur? On prend en charge, si vous voulez, à ces familles, tout ce qui leur pose souci avec les assurances. C'est un petit peu le nerf de la guerre, hein, dans les maladies rares. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Au revoir, madame. Oui. Cette demande d'aide risque fortement d'augmenter suite à l'arrêt du tribunal fédéral. Et l'association pourrait rapidement être dépassée. De manière plus générale, on peut maintenant redouter que les juges fédéraux aient donné un coup d'accélérateur à une situation que l'on sentait venir en Suisse. Pour le patient, c'est le début réel du rationnement des soins. Oui, c'est ça. C'est le début réel. Le rationnement de soins, il est déjà là, mais ça devient explicite et ça devient aussi pour nous médecins de plus en plus lourd parce qu'on est bloqué dans plusieurs démarches pour faire un diagnostic, pour instaurer un traitement, surtout pour nous comme pédiatres et médecins qui traitent beaucoup d'enfants avec maladies rares, ça nous bloque beaucoup. Je pense que l'arrêt du tribunal fédéral, et c'est aussi ce que recherchait le tribunal fédéral, c'est de placer le débat sur la scène ouverte, que ça devienne un débat public. Parce que le rationnement, il existe sous des formes plus ou moins insidieuses, il a tendance à frapper des groupes qui sont pas forcément les groupes privilégiés, en particulier les personnes âgées, les victimes de maladies psychiatriques. Donc le tribunal fédéral a le mérite de, quelque part, jouer carte sur table et de dire que c'est une décision qui devrait être débattue, par exemple au niveau parlementaire, par exemple dans la société civile. Maintenant, le danger existe. Qui seront les prochaines victimes? On a parlé à juste titre des patients qui souffrent de maladies orphelines, des patients qui ont épuisé les alternatives thérapeutiques connues, et ils sont malheureusement nombreux. Ce n'est ni le rôle ni l'intention des juges du tribunal fédéral de faire la politique de santé du pays. La brutalité de cet arrêt nous oblige à empoigner la question qui fait peur, celle de la limite. Au-delà du coût parfois vraiment injustifié de certains traitements, il y a le fait que la médecine est un champ sans limite. Nouveaux traitements, prolongation de la vie, les possibilités sont infinies. Pendant combien de temps pourra-t-on maintenir la solidarité et offrir tout à tout le monde ? C'est l'objet du débat de cette édition spéciale Infrarouge et 36.9.